Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire un cours destiné aux externes module de cardiologie intitulé Insuffisance mitrale. On va suivre ce plan. On commence d'abord par rappel anatomique. L'appareil valvulaire mitral est composé d'un anneau sur lequel s'insèrent deux feuilles valvulaires, donc la grande valve mitrale en antérieur et la petite valve mitrale en postérieur. Les deux feuilles valvulaires sont tenues par des cordages qui sont fixés sur les piliers, donc le pilier postéro-septal et le pilier antéro-latéral. Chez un sujet normal, en diastole, donc la valve mitrale est ouverte et ça permet le remplissage du ventricule gauche. En systole, la valve mitrale devrait être fermée et étanche, avec la zone de coaptation située au niveau du plomb de l'anneau. Si la zone de coaptation donc se fait avant, ici en bas, on parle de restriction du mouvement valvulaire. Si elle se fait derrière ici, donc on parle d'exagération du mouvement valvulaire. Sur le plan histologique, donc les piliers sont de nature musculaire, c'est des structures musculaires, tandis que l'anneau, les valves et les cordages sont des structures fibreuses. Donc elles sont composées majoritairement par des fibres de collagène, quelques fibres élastiques, et l'ensemble est entouré par une couche de cellules endothéliales. Donc c'est quoi une insuffisance mitrale? C'est une perte d'étanchéité de l'appareil valvulaire mitral. Elle se caractérise par un reflux anormal du sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche pendant la systole. C'est la conséquence d'une anomalie qui touche l'un des composants de l'appareil valvulaire mitral. Donc soit anomalie au niveau des feuilles valvulaires, soit anomalie au niveau du cordage, soit au niveau des piliers, ou bien donc une dilatation de l'anneau mitral. Et bien sûr, selon l'atteinte, Carpentier a classé l'insuffisance mitrale en trois types. Donc type 1, mouvement valvulaire normaux. Ça se voit en cas de dilatation de l'anneau mitral, de l'insuffisance mitrale fonctionnelle, ou bien en cas de perforation de la valve mitrale, qui se voit dans l'endocardite infectieuse. Type 2, mouvement valvulaire exagéré. On parle de prolapsus valvulaire et ça se voit en cas d'élongation de cordage, qui se voit en cas de maladie de Barlow, rupture de cordage dans l'endocardite infectieuse et en cas de rupture ou bien arrachement d'un pilier qui se voit à la phase aiguë d'infarctus. Type 3, donc restriction du mouvement valvulaire. On a deux types, restriction systolo-diastolique qui se voit en cas de rhumatisme articulaire aigu et la restriction systolique qui se voit donc dans la cardiopathie ischémique. Donc, si on résume, quelles sont les étiologies de l'insuffisance mitrale? D'abord, commençons par l'insuffisance mitrale chronique. Donc, elle peut être fonctionnelle par dilatation de l'anneau, elle peut être ischémique, elle peut être dystrophique par élongation de cordage dans la maladie de Barlow, par exemple. Elle peut être d'origine rhumatismale par raccourcissement du cordage, sans oublier donc l'effet de certains médicaments et la radiothérapie qui raccourcissent les cordages et donnent une insuffisance mitrale type 3 par restriction du mouvement valvulaire. Tandis que l'insuffisance mitrale aiguë, donc peut être d'origine ischémique par rupture
ou arrachement d'un pilier à la phase aiguë d'infarctus, peut-être d'origine dystrophique avec rupture de cordage, bien d'origine infectieuse en cas d'endocardite infectieuse. Sur le plan physiopathologique, sachant que l'insuffisance mitrale commence toujours minime et s'aggrave progressivement. Et pendant cette aggravation, le ventricule gauche et l'oreillette gauche se dilatent progressivement pour contenir le surplus du sang. Jusqu'à certains stades où l'oreillette gauche ne peut plus se dilater davantage. Et donc cette pression est transmise à la circulation pulmonaire, responsable de la surcharge vasculaire au début, puis donc la surcharge interstitielle. Cliniquement, ça se traduit par une dyspnée d'aggravation progressive. Donc, si la valve n'est pas réparée, cette hyperpression pulmonaire est transmise vers la circulation artérielle pulmonaire. Donc, ce qui augmente la post-charge du ventricule droit et l'expose à la défaillance. Si on résume, en amont, donc l'insuffisance mitrale est responsable d'une augmentation de la pression au niveau de l'oreillette gauche, ce qui dilate l'oreillette gauche, puis donc augmentation de la pression au niveau de la circulation pulmonaire, et donc ça se transmet vers les cavités droites, responsables d'une dilatation des cavités droites. En aval, donc, dilatation et hypertrophie du ventricule gauche à la longue, chute de la contractilité et bien sûr chute du débit cardiaque. Quelle est la différence entre l'insuffisance mitrale aiguë et l'insuffisance mitrale chronique? L'insuffisance mitrale aiguë est d'installation brutale, donc les mécanismes adaptatifs ne sont pas encore installés et l'hyperpression au niveau de l'oreillette gauche se transmet directement vers la circulation pulmonaire responsable d'un tableau d'OAPI. Donc l'insuffisance mitrale aiguë est toujours mal tolérée, tandis que l'insuffisance mitrale chronique, donc elle est d'installation progressive, les mécanismes adaptatifs sont là et donc elle est longtemps bien tolérée. Quelle est la différence entre l'insuffisance mitrale organique et l'insuffisance mitrale fonctionnelle? L'IAM organique, donc, elle est secondaire à une lésion au niveau de l'appareil valvulaire, donc anomalie soit au niveau des failles valvulaires, au niveau des cordages, au niveau des piliers, tandis que l'insuffisance mitrale fonctionnelle, donc, elle est secondaire à une dilatation de l'anneau. Sur le plan clinique, l'insuffisance mitrale est découverte soit lors d'un examen systématique chez un sujet asymptomatique, soit suite à l'apparition de signes fonctionnels qui sont généralement tardifs, à savoir l'asthénie, la dyspnée, les palpitations, ou bien lors des complications qui peuvent être hémodynamiques, rythmiques ou thromboemboliques. À l'examen physique, donc le choc de pointe est généralement déplacé en bas et à gauche, témoigne d'une dilatation du ventricule gauche. À l'auscultation, le signe le plus important, c'est le souffle d'insuffisance mitrale qui est au systolique, apexien, en jet de vapeur. Il ne se renforce pas après les diastoles longues, donc avec irradiation généralement vers les selles, et parfois donc accompagné avec des signes d'insuffisance mitrale importante, à savoir un galop, un roulement diastolique qui témoigne d'un rétrécissement mitral d'hyperdébit, un éclat de V2 au foyer pulmonaire qui témoigne d'une HTAP. Donc voilà le souffle d'insuffisance mitrale, il commence juste après B2, il est holosystolique qui termine avec B2. Au stade d'hypertension artérielle pulmonaire, donc il y a apparition d'éclat de B2 au foyer pulmonaire. Au cas de l'insuffisance mitrale par rupture de cordage, donc le souffle devient rude et râpeux avec irradiation vers la base du cœur.
de l'insuffisance mitrale ischémique, le souffle est intermittent et libérant est audible uniquement en cas de poussée ischémique. Dans les prolapsus valvulaires, le souffle est systolique et précédé par un clic mésosystolique. Maintenant, quels sont les examens utiles pour le diagnostic et l'évaluation de l'insuffisance mitrale? Commençons d'abord par l'ECG. La dilatation de l'oreillette gauche s'exprime électriquement par une hypertrophie auriculaire gauche. Des troubles de rythme auriculaire comme les extrasystoles auriculaires, fibrillation glutaire et fibrillation auriculaire. La dilatation du ventricule gauche s'exprime électriquement par une surcharge ventriculaire gauche de type diastolique. Comme vous voyez sur cet ECG, donc une surcharge systolique du ventricule, surcharge diastolique du ventricule gauche. Apparition des troubles de rythme auriculaire comme la sciapadon, un rythme irrégulier avec absence d'onde P et stimulation de la ligne de base. Un stade tardif, donc le retentissement sur le ventricule droit s'exprime électriquement par une déviation axiale droite, bloc de branche droit complet avec surcharge systolique du ventricule droit et trouble de la repolarisation secondaire. Deuxième examen, c'est le téléthorax. De l'insuffisance mitrale minime ou modérée, le téléthorax est normal, tandis que dans l'insuffisance mitrale importante, on trouve des signes qui témoignent d'une dilatation de l'oreillette gauche et du ventricule gauche. Donc, sur un cliché de face, une augmentation de l'index cardiothoracique, l'arc inférieur gauche devient allongé avec pointe plongeante. Donc ça témoigne de la dilatation du ventricule gauche. L'arc moyen gauche devient convexe et ça témoigne de la dilatation de l'auricule gauche plus ou moins le tronc de l'artère pulmonaire. Et l'arc inférieur, droit devient en double contour. Donc la dilatation très importante de l'oreillette gauche peut déborder à droite. Sur un cliché de profil, la dilatation de l'oreillette gauche comble l'espace clair rétrocardiaque et parfois même refoule l'œsophage à l'opacification barytique. Donc, comme vous voyez sur ce cliché, donc l'arc inférieur gauche est allongé avec pointe qui est plongeante, l'arc moyen gauche est convexe. Donc là, c'est l'auricule gauche et le tronc de l'artère pulmonaire. Sur un cliché de profil, donc l'espace clair rétrocardiaque est comblé. Là, c'est l'oreillette gauche. Troisième examen, c'est l'échocardiographie. C'est l'examen clé dans les valvulopathies. Donc, il permet le diagnostic positif de la valvulopathie. Il permet l'évaluation quantitative donc, de la fuite. Il permet d'apprécier le mécanisme et l'étiologie donc, de la valvulopathie. Il évalue aussi donc, le retentissement sur les autres cavités, le ventricule gauche, l'oreillette gauche, les pressions pulmonaires, le ventricule droit. Et bien sûr, il permet de chercher d'autres lésions valvulaires associées. Quatrième examen, c'est l'exploration hémodynamique. Donc, l'exploration hémodynamique est rarement pratiquée actuellement. Donc, la ventriculographie permet une évaluation qualitative de la fuite et la coronarographie, qui fait partie du bilan préopératoire systématique chez les patients à risque de coronaropathie.
Maintenant, quelle est la spécificité de l'insuffisance mitrale aiguë par rapport à l'insuffisance mitrale chronique? Donc, cliniquement, le tableau donc, est mal toléré, un tableau d'OAP, souvent révélateur. Un souffle systolique d'intensité variable, avec irradiation vers la base du cœur, présence d'un galop protodiastolique et un roulement diastolique d'hyperdébit. Radiologiquement, donc, la silhouette cardiaque est normale, contrastant avec une surcharge vasculaire très importante. Le CG est généralement normal. L'échocardiographie donc constate la présence des cavités non dilatées avec donc, une insuffisance mitrale généralement importante. Il précise le mécanisme, rupture du pilier ou rupture de cordage et hémodynamiquement la présence d'une onde V géante. Donc, les complications de l'insuffisance mitrale, la dilatation de l'oreillette gauche est responsable des troubles de rythme supraventriculaire, donc surtout l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. La dilatation du ventricule gauche est responsable de complications hémodynamiques comme l'insuffisance cardiaque gauche, puis tardivement l'insuffisance cardiaque globale. Il y a un risque d'endocardite infectieuse. Donc, la dilatation de l'oreillette gauche plus la CFA expose le patient au risque thromboembolique et la dilatation du ventricule gauche et l'insuffisance cardiaque expose le patient au risque de mort subite, vraiment un stade avancé. On arrive maintenant au chapitre traitement. D'abord, le traitement médical. Donc, chez les patients d'insuffisance cardiaque, un régime essentiel plus des diurétiques sont nécessaires pour dépiler le patient. Chez les patients d'insuffisance mitrale aiguë, des vasodilatateurs sont nécessaires pour faciliter l'éjection dans l'aorte. Chez les patients ACF avec risque thrombotique élevé, donc une anticoagulation est nécessaire. Et bien sûr, sans oublier le traitement de la cause, infarctus par exemple, cardiopathie ischémique, endocardite infectieuse. Passons maintenant au traitement chirurgical. Donc la chirurgie est indiquée formellement chez les patients en insuffisance mitrale importante symptomatique ou insuffisance mitrale importante asymptomatique mais avec dysfonction ventriculaire gauche ou dilatation du ventricule gauche. La chirurgie peut être proposée en cas d'insuffisance mitrale importante asymptomatique mais avec fibrillation auriculaire ou hypertension artérielle pulmonaire supérieure à 50 mm de mercure. Quel type de chirurgie? Donc on a deux types. Donc soit on répare la valve, qu'on appelle plastie mitrale, et il faut souligner qu'on doit être conservateur. Il faut toujours essayer de réparer la valve. Si ce n'est pas possible, donc on remplace la valve. On remplace la valve, on a deux options, donc soit prothèse biologique, soit prothèse mécanique. Quel est l'avantage et l'inconvénient de chaque type et comment on choisit entre ces deux types de prothèses? Les bioprothèses généralement donc ne nécessitent pas de traitement anticoagulant au long cours, mais l'inconvénient c'est que c'est des valves qui dégénèrent au bout de 10 ans. Les valves mécaniques donc nécessitent un traitement anticoagulant au long cours, mais généralement c'est des valves qui ne dégénèrent pas. Chez les patients âgés, supérieurs à 80 ans par exemple, ou chez les patients avec une espérance de vie limitée, inférieure à 10 ans, chez les patients qui ont une contre-indication de traitement anticoagulant, là on opte pour la valve biologique. Par contre, les patients qui sont déjà sous traitement anticoagulant ont
chez les patients qui ont une autre valve prothétique, là, donc on met une valve mécanique. Sans oublier, bien sûr, le choix du patient. Un patient opéré donc, de la valve mitrale nécessite une surveillance. D'abord, donc, on doit commencer un traitement anticoagulant en post-opératoire immédiat par des anticoagulants injectables. Un relais par les antivitamines K donc, doit être nécessaire du premier jour. Si la valve mécanique, donc l'anticoagulation est avérée avec un INR entre 3 et 4,5, pour les valves biologiques, l'anticoagulation nécessaire juste les 3 premiers mois avec un INR entre 2 et 3. On fait une échocardiographie de référence pour déterminer les gradients transprothétiques, évaluer la surface de la valve et recherche des fuites intra- ou paraprothétiques. Surveillance au long cours, donc à chaque consultation, on cherche des symptômes évoquant une dysfonction de prothèse. L'examen clinique, donc on cherche un souffle pathologique. Le CG n'est pas vraiment nécessaire pour surveiller les porteurs de prothèse. Un radiocinéma est nécessaire en cas de suspicion de dysfonction ou de thrombose de valve. L'échocardiographie, donc on fait l'échocardiographie Doppler en cas d'apparition des symptômes, en cas d'apparition d'un souffle, en cas de suspicion de thrombose de valve. On surveille bien sûr l'anticoagulation chaque mois et on surveille l'INR qui doit être entre 3 et 4,5 donc au long cours pour les valves mécaniques. Et si le patient subit un geste l'exposant à l'endocardite infectieuse, donc on donne un traitement antibiotique pour prévenir l'endocardite infectieuse. Voilà, on arrive à la fin du cours. Donc merci pour votre attention et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les envoyer à cette adresse email.